Bonjour, je suis nouveau venu au sein de l'université culturelle, j'en suis heureux. J'enseigne la philosophie sous toutes ses formes à la faculté de philosophie ici à Lyon 3. J'enseigne aussi l'esthétique et l'histoire de l'art en classe préparatoire artistique au lycée Saint-Louis-Saint-Bruno. Alors j'ai sobrement intitulé le séminaire du premier semestre de la musique dans l'histoire de la philosophie. Il s'agira, à l'automne qui vient, d'étudier le statut de la musique dans la philosophie dans quelques corpus, des corpus canoniques de l'histoire de la philosophie, de Platon à Hegel et Schopenhauer, en passant par Aristote, Augustin, jusqu'à Jean-Jacques Rousseau. Alors, s'il est possible de dispenser 2 séminaires de 22 heures sur la musique dans la philosophie occidentale, c'est que cette dernière n'est a priori pas avare de spéculations sur la musique, sur son être supposé, sur sa nature même, comme sur les fonctions esthétiques, sociales, morales, politiques ou religieuses qu'elle est censée assumer. Et bien souvent, pourtant, et c'est un paradoxe que nous allons sonder, bien souvent, les philosophes semblent embarrassés, gênés aux entournures, dès que la musique est inscrite à l'ordre du jour philosophique. Au livre 3 de la République, par exemple, Socrate botte carrément en touche. On peut lire en effet sous la plume de Platon, je cite, « Sur ces questions, sur les questions musicales, autrement dit, nous prendrons conseil auprès de Damon. Damon, c'était le musicien d'Athènes qui était le plus célèbre à l'époque. Nous prendrons conseil donc auprès de Damon pour savoir quelles mesures conviennent à la servilité, à l'excès violent, à la folie et à toute autre forme de vice, et quels rythmes sont propres aux qualités contraires. Je crois avoir entendu Damon parler de manière obscure d'un certain énople qu'il caractérise comme une mesure composite, et aussi du dactyle et de l'héroïque. Je ne sais trop comment il en assurait la composition, ni comment il posait de manière égale les hautes et les basses en les développant en brèves et en longues. » Et Socrate de conclure, « Je ne suis pas en mesure d'en parler davantage, mais comme je l'ai dit, remettons-nous-en pour ces questions à Damon. » Alors notez que les termes employés ici par Socrate relèvent de la prosodie, c'est-à-dire de la parole chantée, et non de la musique à proprement parler, de la musique pure, c'est-à-dire de la musique instrumentale. Par conséquent, même lorsque Socrate feint de s'intéresser brièvement à la musique, il n'évoque en réalité que ce qui en elle parle encore, que ce qui en elle relève du logos, c'est-à-dire de la forme même de la philosophie, qui est un discours. Or, il n'est pas tout à fait certain que la musique soit un discours, et j'aurai à cœur de vous le prouver. La musique semble donc insaisissable pour Platon, qui considère avec mépris, vous l'avez entendu, les subtilités de sa théorie. Hegel aussi, qui est pourtant très érudit en matière musicale, et qui était même un peu musicien d'ailleurs, Hegel aussi s'excuse, au seuil du chapitre de son cours d'esthétique consacré à la musique, de son incompétence s'agissant de la théorie musicale. Je cite Hegel, « Puisque le mode d'expression musicale est d'une nature si abstraite et si générale, on ne peut rentrer ici dans les détails qu'en abordant la partie technique, les règles qui concernent la mesure des sons, les divers instruments, les modes du son, les accords, etc. Or, nous dit Hegel, je suis peu versé dans cette connaissance et je dois par conséquent m'excuser d'avance si je me borne aux points de vue généraux et à quelques remarques détachées. » On n'a pas l'habitude d'entendre des philosophes avec autant d'humilité. Alors, pour expliquer le forfait apparent de ces 2 éminents philosophes, Platon, Hegel, lorsqu'ils sont confrontés à la musique, Bernard Sèvres, un philosophe contemporain, avance dans son ouvrage d'altération musicale l'hypothèse suivante. Je cite Bernard Sèvres, « La frilosité des philosophes vis-à-vis de la musique, non comme expérience mais comme objet de pensée, tient à ce qu'elle ne remplit aucune des 2 conditions de l'objectivité, la présence d'une matière et la présence d'une signification conceptuelle. » Et Bernard Sèvres de poursuivre, « L'objet plastique, la toile, la sculpture, n'a pas de sens immédiat, mais il a une matière. L'objet littéraire n'a pas de matière, mais il a un sens immédiat. L'objet musical n'a ni matière, ni sens immédiat, d'où, d'après Bernard Sèvres, l'impossibilité pour les philosophes d'arraisonner la musique, donc proposer un traitement intellectuel conforme, par exemple, à ce qu'Aristote a pu réaliser pour le poème dramatique ou à ce que la tradition plus récente de l'esthétique a accompli pour la peinture. Toutefois, la complexité du solfège n'est pas ce qui explique totalement la frilosité des philosophes vis-à-vis de la musique. Platon, encore lui, s'inquiète aussi du pouvoir d'envoûtement
de la musique, ça c'est un sacré problème pour Platon. Il s'inquiète de la transe dans laquelle la musique est susceptible de jeter l'auditeur, comme le musicien d'ailleurs. Or, Platon s'est donné pour mission d'en finir avec les savoirs par possession, dont il estime qu'ils empoisonnent sa cité. Platon, pourrait-on dire, travaille à l'avènement d'une pensée toute intérieure, qui se connaît elle-même et qui, ce faisant, se déprend de toute influence extérieure qui embraserait le corps, qui éteindrait l'esprit. La crainte platonicienne de la musique, c'est certes celle d'une musique si forte qu'elle pourrait recouvrir le discours philosophique, mais c'est aussi la crainte de la danse, qu'elle entraîne comme par contamination en une sorte de ronde des fous. L'objectif de notre séminaire sera donc d'échapper aux deux approches réductionnistes qui semblent frapper de surdité toute pensée philosophique de la musique. Première approche, la musique perçue comme sensation irrationnelle, cette musique qui possède, dont je viens de parler avec Platon, cette musique qui possède, dont le philosophe doit se défier, comme Ulysse se défie, du chant des sirènes. Ulysse qui voudrait entendre le chant des sirènes, pour ainsi dire, lucidement. Mais cela est tout à fait impossible. Donc ça, c'est la position platonicienne, fondée en partie sur le procès de l'envoûtement inspiré que Socrate fait au Rhapsodion dans le dialogue du même nom que nous étudierons partiellement. Deuxième approche philosophique de la musique, une approche a priori un peu plus généreuse, mais en fait sèchement rationnelle, la musique est un calcul des proportions. Cette deuxième position, qui est d'essence pythagoricienne, est elle aussi réductionniste parce qu'elle occulte l'expérience auditive. On la résume parfois par une très belle formule de Leibniz, adressée en 1712 à son ami mathématicien Christian Goldbach. La musique est un exercice d'arithmétique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il compte. Inconscient ou occulte dans certaines traditions, dans certaines traductions un peu plus orthodoxes. Alors cette conception de la musique, cette seconde conception de la musique comme calcul des proportions, va faire l'objet, au XIXe siècle, d'une sévère critique de la part des romantiques, de la part du jeune Nietzsche aussi. Ce jeune Nietzsche, celui de la naissance de la tragédie, pour qui la musique est l'art dionysiaque par excellence. C'est l'art qui excède les lois de la logique, les lois de la rationalité. C'est l'art qui met en échec toute tentative de domptage apollinien, toute tentative de modélisation rationnelle du phénomène musical. La consécration, l'assomption romantique de la musique via les apports cruciaux de Rousseau, Hegel ou Schopenhauer s'épanouit tout autant qu'elle se dissout dans le corpus nietzschéen qui constituera la matière pratiquement exclusive de notre séminaire du second semestre. Entre la publication en 1872 de La naissance de la tragédie et la crise de démence de 1889 qui met fin à la carrière de Nietzsche, sa philosophie de la musique a beaucoup évolué. Sous l'influence de Schopenhauer et Wagner, Nietzsche, en romantique exalté, professe d'abord la dissolution de la philosophie dans la musique, en l'occurrence dans l'opéra wagnérien, conçu comme un art total. Sa brouille avec Wagner l'emmène ensuite, dans la seconde moitié des années 1870, à se rallier à l'esthétique formaliste alors en vogue en Europe, sous l'influence du critique et chef de file des anti-wagnériens, Edward Hanslick, qui est l'un des pères de la musicologie. Au sein des écrits de maturité des années 1880, enfin, s'élabore chez Nietzsche, à la faveur notamment de la passion du philosophe pour la musique lumineuse de Bizet, de sa Carmen en particulier, la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes avec le romantisme, considéré comme ultime palier d'une morale chrétienne mortifère, et la possibilité de réconcilier tout un chacun avec les forces de la vie. Je vous donne donc rendez-vous le 20 septembre prochain pour le séminaire général de philosophie de la musique, puis le 8 janvier pour le séminaire consacré à Nietzsche, que j'ai intitulé, paraphrasant le sous-titre de La naissance de la tragédie, Nietzsche, la philosophie selon l'esprit de la musique. Alors il va de soi, mais ça va mieux en disant qu'au cours de ces deux séminaires, nous rendrons justice à notre objet philosophique, c'est-à-dire la musique en écoutant de la musique, et parfois même beaucoup de musique. On pourrait aussi envisager un voyage à Bayreuth, par exemple, mais j'ai horreur des wagnériens. Nous allons donc nous en dispenser. Je vous remercie. Merci, monsieur Davy.